Alors que le match face à Reims a été décalé au mercredi 15 mai pour permettre à l'équipe de bien préparer le retour face à l'Atalanta, l'actualité olympienne est surtout rythmée par l'article du Guardian qui nous donne quelques indications sur le futur du club et sur la volonté de McCourt d'investir à nouveau dans l'OM pour se rapprocher un peu des géants européens. Dans cet épisode, on parlera également de l'absence de Balerdi dans la liste de l'Argentine pour la Copa, de la piste Maurizio Sarri, d'un intérêt pour Luis Alberto et de joueurs de Valence qui ont été supervisés. On fera également un point sur les blessures. Comme d'habitude, petite question pour vous avant de commencer, faites-vous toujours confiance à Frank McCourt pour redonner au club ses lettres de noblesse? Pensez-vous que Longoria et Benassia sont capables de construire un projet solide à partir de cet été et de réparer les erreurs commises cette saison? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par une petite information hors terrain. Une délégation marseillaise s'est rendue à Bastia pour rendre hommage aux victimes du drame de Furiani en 1992. Une délégation composée de Longoria, Basile Boli et Jean-Pierre Papin, mais aussi de Cecilia Barontini, la directrice générale de l'OM Fondation, et de Francky Tourdre, le directeur de la communication. À cette occasion, une convention de 3 ans a été signée avec le collectif des victimes de Furiani et l'association du Sporting Club de Bastia. Côté marseillais, il y aura la mise en place de campagnes de sensibilisation dans les collèges et dans son centre de formation. A priori, il y aurait aussi un espace de mémoire qui devrait être ouvert au stade Vélodrome, et une plaque commémorative devrait être inaugurée face à Lorient le week-end prochain. Une très belle initiative pour ne jamais oublier ce terrible drame qui, pour rappel, a entraîné la mort de 19 personnes et qui en a blessé 2357. Concernant le déplacement des supporters à Bergame, on expliquait dans le dernier épisode que les groupes devaient se réunir pour parler des modalités du déplacement, de la sécurité et aussi les restrictions de matériel imposées par l'Atalanta. Le Phocéen explique que 750 supporters feront bel et bien le déplacement pour le retour, un faible nombre qui pour rappel est lié aux travaux de rénovation dans le stade de l'Atalanta. Pour autant, c'est très important de pouvoir compter sur le parquage marseillais qui fera énormément de bruit comme toujours, et qui va être un soutien loin d'être négligeable pour un match aussi important. Petite information assez inquiétante pour la finale de la Coupe Gambardella. Pour rappel, la finale est prévue le 25 mai à Lille pour affronter Nancy qui s'est défait de 3 en demi-finale. L'information inquiétante concerne Sternal, Bacola et Selami qui pourraient manquer la finale, étant donné que l'Euro U17 commence le 20 mai. La FFF donne la priorité aux compétitions internationales et on imagine que les 3 seront sélectionnés, puisqu'ils font partie du groupe retenu par Alcocer à chaque rassemblement. J'espère qu'une dérogation est possible parce que Sternal, Bacola et Selami ont un rôle essentiel chez les U19. Ils ont été plus que décisifs dans notre beau parcours et ce serait un énorme coup dur de pas pouvoir compter sur eux pour la finale. À voir comment ça va évoluer, on en reparlera dès qu'on aura du nouveau. Autre information plus que surprenante, d'après Info Arnales, Leonardo Balerdi ne ferait pas partie des 35 joueurs présélectionnés par Lionel Scaloni pour la Copa América. C'est scandaleux parce que sa saison est vraiment excellente, il sort clairement du lot en étant de plus en plus régulier. Après on va pas s'arrêter à une seule information, il aura peut-être une bonne surprise, mais ce serait quand même un gros coup dur pour lui. Il a vraiment été très bon cette saison et visiblement ça ne suffirait pas encore pour convaincre Scaloni de l'intégrer à sa présélection. Balerdi expliquait il y a quelques jours à Bolavip qu'il n'avait reçu aucun appel, mais en précisant que le staff de l'Argentine avait des yeux partout et était au courant des performances de tout le monde. Il ajoute qu'il n'attend pas l'appel de Scaloni parce que son groupe vient de remporter la Coupe du Monde et qu'ils sont déjà très bien armés. Malgré tout, il se tient prêt, mais si on en croit l'information d'Info Arnales, il ne serait d'ores et déjà pas retenu par l'Albi Céleste. Espérons que l'information ne soit pas fiable et qu'il fasse bel et bien partie du groupe de Scaloni pour la Copa. En tout cas, il le mérite. Petit point rapide sur les blessures, l'équipe explique dans son édition du jour que Quentin Merlin devrait être titulaire jeudi face à l'Atalanta. Le staff apprécie beaucoup son volume de jeu et sa qualité de centre. D'ailleurs à ce propos, j'ai trouvé que son entrée était très intéressante lors du match retour. L'autre retour qui se précise de plus en plus, c'est celui de Bamo Meïté qu'on a évoqué dans l'épisode précédent. D'après le quotidien, il devrait être dans le groupe pour le match de jeudi, même si je pense que le staff sera prudent avec lui pour éviter une rechute, déjà que son retour a été un petit peu accéléré alors qu'on parlait à la base d'une fin de saison. Côté mercato, la Lazio Siamoneuil relance la piste Luis Alberto. Le milieu espagnol serait toujours suivi par la direction pour le prochain mercato. Il a prolongé en début de saison et son nouveau contrat court maintenant jusqu'en 2027. Malgré tout, Luis Alberto expliquait récemment qu'il voulait être libéré de son contrat cet été, en considérant qu'il avait fait son temps. La direction du club italien n'est pas du même avis et demande une indemnité de transfert pour accepter de le laisser partir. A voir si la piste ira plus loin, mais ça fait plusieurs fois qu'on entend parler d'un intérêt pour Luis Alberto, un profil que Longoria apprécie énormément
énormément, mais qui est aussi convoité par le Napoli d'après Tuto Mercato Web. Eldesmark explique de leur côté que l'OM aurait envoyé des observateurs à Valence pour superviser plusieurs joueurs. D'abord le gardien géorgien Mamardashvili, que je trouve vraiment très bon, mais ça m'étonnerait qu'on ait les moyens de le faire signer. Il a encore 3 ans de contrat à Valence, Transfermarkt l'évalue à 35 millions d'euros à titre indicatif certes, et le PSG serait aussi sur le coup. Je pense qu'on aurait quand même un avantage par rapport à Paris, puisque là-bas il serait remplaçant, et chez nous il serait titulaire à coup sûr. Malgré tout, je pense que c'est une piste vraiment trop chère pour nous, mais à voir. Parmi les autres joueurs supervisés, il y a le jeune défenseur Christian Mosquera, qui s'est imposé comme titulaire indiscutable à seulement 19 ans. Là aussi on est sur un joueur évalué à environ 15 millions d'euros sur Transfermarkt, mais pour l'avenir ce serait une bonne idée. Ce n'est pas le seul jeune talent supervisé, parce que Javi Guerra serait aussi surveillé par la direction, lui aussi estimé à une vingtaine de millions d'euros, mais qui s'est déjà rendu indispensable à Valence alors qu'il n'a que 20 ans. Jesus Vasquez fait office de piste beaucoup moins onéreuse puisqu'il est estimé à 2 millions d'euros, il est titulaire depuis mi-avril et il possède aussi l'avantage d'être libre dans un an. Valence ne pourra pas être hyper gourmand, mais ça dépendra aussi de l'avenir d'Ulysse Garcia, qui n'est arrivé qu'en janvier et qui pourrait rester la doublure de Merlin la saison prochaine. Dernier joueur supervisé à Valence, le jeune ailier droit Fran Pérez qui joue de plus en plus cette saison, capable d'évoluer sur l'aile droite mais aussi à gauche. Il est estimé à 8 millions d'euros par Transfermarkt avec un contrat qui court jusqu'en 2026. Eldesmark précise en tout cas que les bonnes relations entre Longoria et son ancien club pourraient faciliter certaines négociations, mais ça n'empêche que plusieurs joueurs cités dans l'article me semblent plutôt inaccessibles, tout en sachant que le PSG surveille leur profil très attentivement et qu'ils ont beaucoup plus de moyens que nous évidemment. Quoi qu'il en soit, la cellule de recrutement est très active et compte bien flairer les bons coups. Concernant le futur coach, on expliquait récemment que Paulo Fonseca était la piste prioritaire, mais que ça dépendrait de son avenir à Lille, mais aussi de notre avenir européen qui est très incertain à l'heure actuelle. D'après la tribune olympienne, un accord contractuel ne sera pas compliqué à trouver avec Fonseca, mais c'est le projet sportif qui va primer. Aujourd'hui, la qualification européenne est très incertaine. Bien sûr, si on gagne l'Europa League, ça règle pas mal de choses, mais il faudra attendre la fin de saison pour être fixé sur notre avenir européen, la saison prochaine. Il y a une autre piste qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours, c'est celle qui mène à Maurizio Sarri. Nicolo Schira affirme que la direction apprécie beaucoup son profil, un intérêt qui existait déjà au moment où Sarri venait de quitter la Juventus, mais ce n'était pas aller plus loin puisqu'il voulait prendre une année sabbatique. La tribune olympienne explique aussi que Sarri est ciblé et qu'il plaît énormément au tandem Longoria-Benassia. La Minute OM de son côté affirme qu'il n'y a aucun intérêt pour le coach italien, que c'est une fausse piste. À voir maintenant qui aura vu juste entre les différentes sources qui s'opposent. Foot Mercato confirme de leur côté que Paulo Fonseca est bien la priorité de la direction et c'est plus franchement une surprise étant donné que tous les médias s'accordent là-dessus. Ils ajoutent quand même que son arrivée ne serait apparemment pas liée à une qualification en Ligue des Champions. Ils précisent qu'il est très convoité par Milan et West Ham actuellement. Pour autant, la direction s'active sur d'autres pistes en cas d'échec de la piste Fonseca. Un coach français et un coach étranger seraient ciblés mais leurs noms n'ont pas encore été révélés. D'après leurs informations, ils écartent plusieurs candidats comme Galtier, Vincenzo Italiano et Maurizio Sarri qui ne feraient pas partie de la shortlist de la direction d'après eux. Comme on l'a dit un peu plus tôt, il y a plusieurs sons de cloche différents, c'est difficile de se projeter, mais on en saura plus à la fin de la saison. On termine cette vidéo par un focus sur l'article du Guardian qui parle du club dans les grandes lignes. Il y a plusieurs informations intéressantes qui ressortent de cet article. Longoria explique qu'il y a un très gros potentiel à l'OM mais qu'il faut absolument stabiliser le club en Ligue des Champions, preuve que notre saison ratée en championnat est un coup d'arrêt important, mais l'essentiel sera de savoir rebondir. Il ajoute qu'à son arrivée il fallait avoir des résultats immédiats, mais aujourd'hui c'est important d'avoir une vision claire pour l'avenir. D'après lui, avec le prochain cycle de compétition européenne, l'objectif c'est de se placer parmi les 24 meilleurs clubs. Benassia de son côté donne des infos sur le centre de formation, il explique que la politique des jeunes n'est plus la même qu'il y a plusieurs années. Aujourd'hui l'objectif c'est de pousser entre 5 et 7 joueurs au sein de l'équipe professionnelle, alors qu'avant c'était très compliqué pour les jeunes de faire la passerelle avec les pros. Un échec lié à la pression importante et aussi au manque de soutien des coachs et des différents staffs d'après lui. Leur volonté aujourd'hui c'est d'accompagner les jeunes en leur enseignant ce qu'implique le fait de porter le maillot de l'Olympique de Marseille en termes de pression et de valeur. L'objectif c'est de renforcer l'identité du club en ayant une équipe et une mentalité bien plus forte qu'aujourd'hui. L'information la plus intéressante de l'article concerne Frank McCourt. The Guardian affirme qu'il ne compte pas vendre le club et que son engagement est toujours aussi important malgré les rumeurs qui disent le contraire. Il rappelle dans l'article qu'il a déjà investi 500 millions d'euros depuis son arrivée et qu'il compterait investir via son groupe McCourt Global pour réduire l'écart avec les géants européens, que ce soit les clubs anglais, allemands, espagnols et bien sûr le Paris Saint-Germain. Pour ça, il faudra clairement mettre la main au portefeuille et pas qu'un peu, parce que c'est des clubs qui ont une marge de manœuvre beaucoup plus importante que la nôtre. Je pense que ce sera plus
plus que compliqué de se rapprocher d'eux, mais aujourd'hui on a besoin de faire des investissements, de mettre toutes les chances de notre côté pour faire les meilleurs résultats possibles. Ça demande aussi de limiter les mauvais choix sur le mercato, d'avoir beaucoup plus de stabilité, de faire venir un coach capable de rester 2-3 ans pour construire un projet. Ce sera le travail du tandem Benassia-Longoria, mais c'est très important d'avoir un actionnaire qui est capable d'investir. Longoria a nettement amélioré la situation financière parce que les investissements de McCourt ont été importants, mais gâchés par la direction précédente qui a enchaîné les erreurs, notamment sur le plan salarial, mais aussi parfois sur l'indemnité de transfert de certains joueurs. Aujourd'hui, la masse salariale est toujours très importante, mais avec des joueurs un peu plus fiables qu'avant. Le souci, c'est que notre effectif est assez réduit, et avec les blessures, on se retrouve vite en galère. Après, avoir un effectif plus large, ça suppose de faire des choix chaque week-end pour les feuilles de match et de bien gérer le groupe, mais ça permet d'avoir plusieurs solutions pour garder une équipe compétitive malgré les blessures. Quoi qu'il en soit, McCourt est apparemment devenu milliardaire cette année, on en parlait dans l'un des épisodes que j'ai sorti il y a peut-être un petit moment maintenant. Ses affaires se portent visiblement bien et on espère qu'il continuera de faire des investissements pour le club, tout en étant aussi un peu plus présent à Marseille en physique, surtout quand on a des rendez-vous importants comme une demi-finale de Coupe d'Europe par exemple. C'est vraiment très loin d'être anodin, et quand on est propriétaire, ça fait partie des choses qui font grandir le club qu'on possède, et je pense que c'est quand même la moindre des choses d'assister à ça. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, avant de partir, n'oubliez pas de laisser un like pour le référencement, de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper des prochains contenus sur la chaîne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Sarri en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, n'hésitez pas à aller voir le dernier épisode de Focus sur les prêtés qui est sorti lundi midi, et également le 4ème épisode de Que sont-ils devenus qui est sorti récemment. Les liens seront en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.